Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, c'est notre jeudi avec Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, en décollant, je pense que. Ben non, c'est pas vrai. Faut que je mette mon intro. C'est là que je me rends compte que je suis un gars d'habitude. Faut pas trop me sortir de mon élément Ouais, c'est ça, habituel pour pas que j'oublie rien. la zone de confort. Ouais, Ouais, Jérôme, ce que je comprends, c'est que vous avez envoyé quelqu'un en Israël de votre côté. Fait que vous avez vraiment un correspondant étranger pour l'immédiat. C'est quand même assez spectaculaire comme feature. Ouais, pour nos moyens, on fait quand même, des miracles. Écoutez, on va avoir réussi à couvert 2 terrains en 1 an. En fait, beaucoup plus de terrains que ça parce que, comme, je le mentionne dans l'article, et comme il est mentionné dans l'article, Alexis Brunet, lui, il s'est tapé plusieurs reportages un peu partout là, en Amérique latine. Puis, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est on va avoir couvert en 1 an 2 grands conflits, c'est-à-dire l'Ukraine avec Anne-Laure Bonnell et Israël, Palestine, Heu, à partir de maintenant, notre correspondant, effectivement, notre envoyé spécial Alexis Brunet est arrivé hier soir, tard, à Tel Aviv. Donc il va y rester jusqu'à mercredi, jeudi ou vendredi, c'est à déterminer. Lui, il partait de Paris, donc ça lui faisait un peu plus court. On lui a dit déjà d'entrée de jeu de peut-être, se chercher un gilet pare-balles et des collègues journalistes qui lui ont fait cette remarque. Donc là, pour l'instant, il est encore à Tel Aviv, mais où va-t-il aller dans les prochains jours exactement? C'est sûr que ça dépend des contacts, ça dépend qui, ça nous prend des guides d'une certaine façon. Mais par exemple, il était déjà allé, Alexis Brunet, en Israël, c'est pas sa première fois. Donc, disons qu'il y avait cette connaissance, du terrain va l'aider, Quand mais vous avez ouais. des correspondants comme ça, est-ce que, ils font affaire avec d'autres médias, donc c'est des pigistes ou c'est vraiment votre correspondant à vous? Il envoie pas ses textes à personne d'autre, dans le fond? Donc là, c'est vraiment exclusif. Donc Alexis Brunet, qui est sur le comité de rédaction de Libra-Média, c'est vraiment un de nos piliers, Ouais, c'est une dans le bonne prise. Là, reportage. je regarde dans l'article, on dit il a fait des reportages au Mexique, au Guatemala, en Colombie, au Salvador, en République dominicaine, en Roumanie, en Bulgarie. Tout ça pour Libra-Média. Donc, c'est Non, pas, c'est pas un pied de céleri là, qui est envoyé sur le terrain. Là, donc, c'est. non, il est très intrépide. Il était notamment allé visiter un ex-guerriero dans une prison, du Guatemala, à sécurité maximale. C'est le genre de type qui fait ce genre de choses. OK. Lui, Non, non. pendant la COVID, il ne se cachait pas Ah mon avec. Dieu, ben non, il est venu me voir régulièrement à Mexico. Il a passé presque une année au Guatemala l'année dernière. Là, il est rentré en France parce qu'il est français. Il a un nom québécois, on peut dire Alexis Brunet. Ça ferait très québécois, mais c'est un Français. Donc, c'est quelqu'un qui se promène. Donc, l'année passée, il était surtout basé au Guatemala. Il montait à Mexico une fois de temps en temps. Il était en Colombie, Amérique centrale. Mais effectivement, c'est là qu'on voit quand même Libra-Média, quand on compte le nombre de pays qu'on a fait sur le terrain en 18 mois, c'est assez hallucinant. J'avais dressé la liste il y a quelques mois de ça là, pour faire un bilan et là, des pays se sont ajoutés par la suite. C'est assez fou. Et puis moi-même, j'en ai fait quelques-uns. Là. Faut dire que la Colombie, je suis allé aussi. Là, j'étais allé. Lui est allé après. Mexique, c'était facile pour moi, bon, parce que j'étais là. Mais non, le caractère international de Libra-Média est quand même très, très, très assumé. L'importance Très, d'envoyer très fier. quelqu'un sur le terrain, là, peut-être on peut en parler brièvement pour les auditeurs, mais on a déjà parlé de ça, Yann et moi. Là. C'est que les grands médias, de plus en plus, sont tributaires Les agences. sont tributaires des agences. On Oui, les a nommés Reuters, l'agence France-Presse. Au Canada, on a la presse canadienne. Puis, on voit ce que ça donne. Là. La presse canadienne qui fait un article en disant Pierre Poilievre fait du dog whistle à l'extrême droite. C'est repris par Le Soleil, Le Devoir, le Journal de Montréal, la Radio-Canada, tous les journaux locaux, tout ça. Et la presse
Et là, ils nous disent, ouais, mais c'est pas de notre faute, on a juste fait du copier-coller. Là, tu te dis tout le temps, ben ouais, mais vous pouvez faire vos propres articles, votre propre contenu aussi, là, ou adapter la dépêche qui vous est envoyée, je sais pas, avec une contrepartie, une vérification, une validation, quelque chose. Fait que l'importance d'avoir des journalistes, c'est comme vous essayez de plus en plus de le faire, justement avec l'Ukraine, avec Israël, tout ça, parce que sinon, dans le fond, l'information qu'on a, ben oui, il y a du journalisme citoyen. Là, on voit des gens qui filment des choses, qui mettent ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on a appris ce qui s'est passé là, le 7 octobre au début. C'est qu'il y a des gens qui filmaient, dont les propres meurtriers eux-mêmes, qui mettaient ça sur Internet pour se vanter. Là. Mais l'importance, toi, tu vois ça comment? L'importance d'avoir des gens justement sur le terrain là, qui vont récolter de l'information plutôt que d'être entièrement tributaires le recours aux agences est exagéré. C'est un journalisme assez facile. En même temps, les agences, il y a une manière de les utiliser intelligemment. Nous, à Libremédia, ça nous arrive d'avoir des textes de l'AFP qui sont légèrement remaniés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sélection aussi des textes comme tels, mais ce qui arrive dans Le Devoir, Journal de Québec, Journal de Montréal, La Presse, c'est que vraiment, on est sur le copier-coller, même le titre qui est donné par l'agence va même être le même titre. On ne se forcera même pas à élaborer un titre qui peut-être nous plaît davantage ou qui colle plus à notre ligne éditoriale. Donc, on est vraiment dans le copier-coller sans nuance. Là, donc, c'est sûr, c'est assez étonnant pour un journal comme Le Devoir de ne pas avoir plus de collaborateurs qui se penchent sur l'international de manière indépendante et autonome pour faire du contenu effectivement nouveau et exclusif. C'est quand même étonnant avec les ressources qu'ils ont. C'est sûr, Le Devoir, ce n'est pas un énorme journal, on le sait. Ça fait à peu près 4 pages, là, la version régulière de semaine. Mais quand même, quand on regarde ce que Libremédia peut faire, sans vantardise, c'est assez fou. Là. Je répète, Libremédia est en Ukraine. Anne-Laure, on était notre correspondante exclusive en Ukraine durant à peu près 2 semaines. Il y a des images de ça, des bombardements, etc. On en a retenu beaucoup de matériel. Et là, Alexis Brunet en Israël pour un peu moins de 10 jours. Donc, je sais que la presse avait envoyé Isabelle Haché en Israël récemment. Radio-Canada avait son correspondant. Le Journal de Montréal, je pense, n'a pas réussi à faire ça. Peut-être qu'on me corrigera, mais d'où l'importance aussi de travailler avec des passionnés, travailler avec des gens qui aiment vraiment leur métier, qui ne sont pas là pour être syndiqués ou. Mais commencez-vous à connaître un peu votre lectorat dans le sens qu'à l'époque, si on repart il y a 25 ans peut-être, la lecture du journal, c'était d'une manière classique. Tu étais abonné, tu le recevais à ta porte, tu prenais le journal, tu le lisais de bout en bout, carrément. Là, puis c'était ton journal. Donc, tu étais un abonné La Presse, tu étais un abonné du Journal de Québec, tu étais un abonné Soleil. Évidemment, l'avènement des réseaux sociaux a fait éclater ça. Les abonnements ils ont planté, évidemment. Tu as arrêté de lire un journal de bout en bout. Maintenant, tu lis que ce qui est spectaculaire et qu'est-ce que tes algorithmes t'ont proposé. Éventuellement. Un peu moins vrai sur Facebook maintenant, mais oui, effectivement. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous commencez à l'immédiat, justement, à voir, parce que là, évidemment, il y a des gens qui paient leur abonnement avec vous. Est-ce que vous commencez à voir des gens que c'est dans leur routine quotidienne d'aller sur votre site puis de le passer de bout en bout? Puis est-ce que, justement, vous avez assez d'articles maintenant par jour pour permettre à une personne d'être bien informée sur à peu près tous les sujets d'actualité de bout en bout avec ce que vous produisez? Ben, c'est sûr, des lecteurs réguliers, on en a beaucoup, c'est sûr. Je le vois, ne serait-ce que par le nombre de courriels que je peux recevoir, en fait, que Libremédia peut recevoir à son courriel par jour, par semaine, de gens qui ont des réflexions sur toutes sortes d'articles qui ont été publiés, toutes sortes de sujets. Donc, c'est sûr qu'on a un feedback assez important là, à traiter. Juste le nombre de courriels que Libremédia reçoit par semaine, je dirais, c'est un peu vertigineux. Donc, s'il y a des gens qui m'ont envoyé des lettres ouvertes, enfin, je dis moi, à Libremédia, et qu'il n'y a pas eu de réponse, désolé, c'est sûr, c'est très difficile de répondre à tout le monde, voire impossible. Donc, je vois que oui, il y a un intérêt, il y a un lectorat fidèle déjà. Après, c'est sûr que Libremédia, c'est comme une petite librairie. C'est-à-dire, tu as, par exemple, dans le monde des médias, des Archambault où tu peux te présenter, puis il va y avoir, je sais pas, 4000 livres répertoriés. Ouais. Mais il y a aussi des petites librairies de quartier
où les gens préfèrent aller bien souvent, pas tout le temps, où il va y avoir une sélection plus serrée, dans le fond, des titres qui se tiennent du répertoire, de l'inventaire, si on veut. Donc, pour l'instant, Libromédia, c'est comme une petite librairie. C'est-à-dire une petite librairie, mais extrêmement sérieuse, extrêmement rigoureuse. Donc, tu perds aussi un peu moins de temps, je pense, à trouver ce que tu veux parce qu'il y a un tri qui a déjà été fait. Ouais. Et tout ce qui est inutile sur la météo et tous les grands enjeux qu'on connaît, c'est sûr que tu viens à Libromédia, c'est sûr des chiens écrasés, des vaches égarées, on n'en a pas. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se comparer encore avec le devoir en termes d'articles par jour. Mais je pense qu'on peut quand même, pour avoir un point de vue différent sur chaque grand enjeu de l'actualité, je pense que c'est suffisant. Non, je ne dirais pas que c'est suffisant. Je pense qu'il faut toujours aller ailleurs. Comme journaliste, je ne lis pas que Libromédia, forcément. Mais je pense qu'il y a assez de stock pour, disons, justifier un abonnement. Et c'est-à-dire qu'on peut s'y perdre. Là, on sait que ça peut être assez long de lire des articles de journaux. Fait que vous allez sur Libromédia, vous voulez lire tout ce qui s'est fait en une semaine. Est-ce que vous allez lire 20 articles de suite? Il faut quand même s'asseoir le dimanche. Là, donc, il y a quand même assez de stock pour s'amuser. Oui, c'est ça. Il y a aussi les grands entretiens qui sont disponibles sur votre chaîne YouTube qui font partie du contenu que vous produisez. Ben oui, c'est ça. C'est quand même non négligeable aussi, là, toute la série d'entrevues que vous avez faites. Moi, je trouve que c'est quand même ceux qui veulent se mettre ça sur la dent, là, il y a quand même du contenu à avoir. Un des articles qui a été publié par un de vos chroniqueurs collaborateurs que j'ai trouvé. C'est drôle parce que dans deux médias différents, donc vous et nous, on est arrivés un peu à un constat similaire. C'est carrément ce que le prof Caron disait hier dans son dernier billet avec nous. Là, c'est un peu tout le côté très étrange d'avoir vu des militants de la cause LGBT, queer et tout ça aller se garrocher dans les mains du mouvement pro-Palestine avec des trucs. Il y a même une photo surréaliste, je l'ai mis hier dans le montage que j'ai faite pour la vidéo du prof Caron, où on voyait une femme qui avait un drapeau LGBT et un drapeau d'Al-Qaïda à côté. Ce qui, tu sais, tu te dis, mais en fait, on arrive à un point où ça s'explique, ça peut même plus s'expliquer par l'imbécilité, quoi. C'est comme un niveau supplémentaire et tout le monde a vu le meme qui est sorti, qui circulait sur les réseaux sociaux avec la photo de Queer for Palestine, puis en dessous, tu avais Chicken for KFC, là. Ce qui était, qui était comme le meme qui circulait un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ça? Je sais que c'est un texte qui a été écrit par Léandre Saint-Laurent. Léandre Saint-Laurent, dans le fond, qui est un collaborateur, dans le fond, un chroniqueur, je pense, pour votre site que je ne connais pas personnellement, mais j'ai quand même bien aimé l'article. Là. Mais personnellement, je n'ai pas encore de réponse définitive à ça. Pour moi, ça me paraît. Là, on est comme dans l'étape de la folie, presque. Là. Il y a toutes sortes de lectures. C'est à la fois. À la fois grotesque. Et inquiétant, les réactions de part et d'autre. Il faut le dire aussi, Libromédia a un lectorat quand même assez polarisé sur le conflit israélo-palestinien. Donc, on arrive sur un nouveau clivage qui n'est pas le clivage de la pandémie, qui n'est pas le clivage gauche-droite exactement. Et vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont une lecture un peu pandémique d'une guerre de religion. C'est un peu étrange. Ouais. Donc, Libromédia, quand même, s'efforce de garder sa neutralité à travers le conflit israélo-palestinien. Ça va être le grand défi d'Alexis Brunet aussi sur le terrain parce que est-ce qu'il va pouvoir aller à Gaza exactement? On ne le sait pas. Ça prend quelqu'un pour rentrer là. Vous comprenez, vous ne rentrez pas à Gaza comme vous rentrez au Normandin sur le bord Amel le dimanche. Non, c'est ça. Je vais te prendre l'assiette brunch, s'il vous plaît. C'est pas le même exercice. Donc, il y a toujours des surprises. On peut dire aussi dans le monde des médias, vous l'avez vu aussi, par le nombre de commentaires suscités par vos interventions par rapport au conflit. C'est quand même drôle de voir que des gens sont persuadés qu'ils sont contre le narratif médiatique, pour reprendre encore l'expression anglaise, alors qu'ils se retrouvent finalement du côté de Greta Thunberg avec la Palestine. C'est-à-dire Greta, BLM, Jean-Luc Mélenchon.
Tu dis, la presse, la presse, Libération. le journal Libération, ouais, moi aussi, ça me fascine. Donc, On est contre la propagande et le narratif, mais en gros, on est du même côté que tous ceux qu'on a dénoncés dans la dernière année. Là. Nike, Nike pourrait se prononcer pour la Palestine, puis les gars pourraient se mettre un genou à terre avant la NFL, là, les matchs de la NFL. Donc, moi, j'ai pas aucune misère à concevoir qu'on peut être très critique de la politique israélienne, sauf qu'il ne faut pas que vous pensiez que vous êtes complètement à contre-courant de ce qui est dans les médias depuis 30 ans. Ça m'étonne beaucoup. Là. Écoutez, il y a une balance entre COVID, Ukraine, Israël. On n'est pas du tout sur le même récit médiatique. Là. En fait, la presse est très divisée. L'Occident est divisé. Et il n'y a rien de très révolutionnaire, en fait, à être pour la Palestine, alors que c'est assez mainstream d'être pour la Palestine. Il n'y a rien de... Je ne vois pas ce qui... c'est le discours de tout le monde académique. Je parlais avec des gens dans le milieu C'est tellement mainstream, les gars, que Mia Khalifa est pour la Palestine. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a découvert une fille que je ne connaissais pas hier, mais avec toutes les affaires, les niaiseries qu'on a dit sur le groupe de discussion qui est apparu, c'est grosso modo, de ce que je comprenais, c'est une genre d'actrice porno qui n'a pas eu une carrière très longue, là, genre 3 mois, puis elle est sur toutes sortes de mimes éventuellement, mais c'est une femme qui vient du Liban. Évidemment, elle a été vraiment pointée du doigt par plusieurs groupes musulmans à l'époque pour ce qu'elle a fait. Pas juste pointée du doigt, c'est ça le bout qui est encore plus ridicule, c'est que c'est une femme qui était une actrice porno avec un nom carrément en consonance arabo-musulmane, les musulmanes elles-mêmes, de ce que je comprends, fait des films porno, tout ça, et elle a reçu des menaces originant de gens de sa communauté et de son pays d'origine, comme quoi qu'elle était déshonorante, qu'elle devrait être lapidée ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, elle est comme pas genre de posture pro-Palestine, pro-Hamas, tout ça. Moi, en fait, ce qui me sidère, c'est que des... Tu sais, par exemple, qu'un jeune homme d'origine maghrébine, par exemple, qui vit au Canada, se sente plus naturellement proche des Palestiniens que des Israéliens, je le comprends totalement. Ça rapporte ta famille, ton origine, ta culture, tout ça, je le comprends. Ce qui me sidère, c'est, je sais pas moi, le jeune individu transsexuel avec un drapeau LGBT blanc comme un drap qui est en mode, genre, moi, je comprends les Palestiniens, tout ça, mais je suis obligé de te dire que dans les 10 premières minutes de ta vie là-bas, elle se termine, là. Ça va être liquidé. Est-ce que tu sais ce que c'est que les mouvements islamistes? Tout ça, c'est comme si, je sais pas, il y a un genre, je sais pas si c'est de l'inculture ou de la stupidité ou du virtue signaling ou un mélange de tout ça, mais il y a quelque chose de surréel là-dedans. Là. Ces gens-là n'ont aucune conscience que, tu sais, moi, j'avais répondu à quelqu'un, mais est-ce que tu es au courant qu'en Palestine, c'est 10 ans de prison pour être homosexuel? J'ai un ami, en passant, qui a été torturé en Cisjordanie, Walid Al-Husseini, qui est un dissident athée, en fait, là, critique de l'islam, qui a écrit 2 livres que j'ai. Je l'avais rencontré à Paris. Tu peux être torturé là, en Palestine, dans les territoires palestiniens, pour critiquer l'islam. À l'électricité, c'est des méthodes assez anciennes. Je sais pas, les gens, ils pensent que c'est quoi la Palestine. Mais les gens ne savent pas, justement, c'est quoi la Palestine. Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas non plus c'est quoi Israël. Tu sais, quand on dit, par exemple, Israël a créé le Hamas, bon, il y aurait eu des sources de financement. Là, on se serait servi du Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne, qui est une manœuvre extrêmement classique dans l'histoire politique, c'est-à-dire financer une organisation concurrente à une autre pour affaiblir la principale. Toutes les grandes puissances ont fait ça dans le monde à une certaine mesure, à une certaine échelle. Ça ne veut pas dire que c'est brillant, mais on entend toutes sortes de choses. Est-ce qu'Israël a créé l'islam? Ils ont inventé l'islamisme? Non, mais vous foutez de ma gueule. C'est un mouvement planétaire. Quand même bien que le gouvernement israélien aurait directement financé le Hamas pour foutre la marde, le dire poliment. Reste que l'islamisme est une hydre à l'échelle mondiale, tentaculaire. Et c'est pas les Juifs qui ont inventé ça. Là, on est vraiment dans la machination. Dans le complot. Oui, dans un vrai complot. On est dans le vrai complotisme, en fait. Oui, puis on est dans. Puis peut-être ça nous faire bifurquer sur un autre bouquin dont on voulait parler. C'est dur à voir, honnêtement, vu qu'on a comme l'effet miroir là, dans la caméra. Les protocoles des sages de Sion.
Oui, c'est ça. fameux pamphlet antisémite publié en Russie, je pense, vers 1927. Qui est très, semble-t-il, très populaire dans certains 1900, pays. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu la Bible de l'antisémitisme complotiste. Là, moi, j'ai une version espagnole. J'avais acheté ça pour le fun à Mexico parce que c'est ça. C'est comme un texte de référence de tout l'imaginaire antisémite contemporain découle de ça. Donc, c'est très, très consternant de voir qu'en fait, le vrai complotisme existe, comme le vrai racisme. C'est-à-dire, c'est comme le débat sur la laïcité. On disait ceux qui sont pour la laïcité sont racistes. 90% des gens qui étaient pour la laïcité n'étaient pas racistes, mais malheureusement, tu as toujours un 10% de gens vraiment gênants qui sont vraiment racistes. C'est un peu la même chose chez les complotistes, entre guillemets. Ça veut dire tous les gens qui critiquaient les mesures sanitaires, forcément, n'étaient pas complotistes. Mais malheureusement, tu as 10-15% de gens là-dedans qui sont réellement complotistes. Ouais. Et ils sont très, très gênants. Il ne faut pas s'y attarder trop, mais et on voit que ça remonte à la surface depuis le 7 octobre. Là. C'est que ce sont des associations souvent qui sont. Comment je pourrais dire ça? Je vais les résumer par la formule suivante. Tous les gens qui critiquaient les mesures sanitaires n'étaient pas complotistes, mais tous les complotistes critiquaient les mesures sanitaires. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une association malsaine qui, des fois, est faite. Puis, il y a une tentation de comme nier cette réalité-là. Comme par exemple, tu disais, l'exemple du racisme est très bon. C'est pas parce que les gens de gauche traitent tout le monde de fachos et de racistes que ça n'existe pas pour de vrai. La faute qu'ils font, c'est de mettre ça sur le dos de 80-95% de gens qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'il en existe pareil. Il en existe, puis je suis désolé, mais avec ce conflit-là, on le voit. Là. Il y avait des gens avec des propos vraiment haineux pour les deux camps là, aussi. Il faut être franc. J'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs dégueulasses. Là, genre, on devrait y aller, les exterminer jusqu'au dernier. Puis il y avait d'autres trucs du genre. Puis il y avait des affaires du genre, moi, je ne reconnais pas Israël, puis le combat va être fini jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'État juif. Là. Vous pouvez avoir cette posture-là théorique dans votre tête, mais si vous réfléchissez à ce que ça implique dans le concret, ça veut dire un génocide. Là. Ou carrément une déportation majeure de gens. Il n'y a aucun moyen de tenir cette position-là de manière pacifique et on peut bien se draper dans toutes sortes de trucs. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est il y a comme quelque chose de surréaliste à voir, entre autres. On en a parlé dans la partie Patreon avant que tu arrives. On voyait le député du Parti québécois, Pascal Paradis, là, que là, il est dans ses trucs là, sur le Hamas puis tout ça. Puis, je sais pas, il a comme pas compris que le PQ en ce moment était sur son référendum. Fait que là, ils n'ont pas le temps de parler de trucs internationaux. Mais je me disais, il y a quand même quelque chose de sidérant de voir les péquistes être comme des péquistes comme ça, être comme puis des politiciens comme QS, des gens chez QS être comme. T'as l'impression qu'ils se voient comme des révolutionnaires palestiniens qui résisteraient contre l'oppresseur. Eux sont prêts à prendre les armes quasiment pour rivaliser contre l'ennemi. Puis tu te dis, moi, mais c'est vous qui mettiez des masques tout seul dans votre voiture. C'est vous qui vous badigeonniez de purée à longueur de journée. Vous aviez peur de sortir. Vous vouliez que le gouvernement ferme les épiceries le dimanche. Vous vouliez. Tu sais, j'arrive pas à comprendre comment ces gens-là peuvent se voir comme des guerriers de la résistance palestinienne. Alors que s'il vivait en Palestine, il y a fort à parier que de l'endroit où il serait, c'est caché dans un tunnel que la Hamas a trouvé, a creusé. Là. Ces gens-là ne sont absolument pas des êtres courageux qui sont prêts à faire face à l'adversité, ce qui rend leur truc de budget de l'an 1 puis de pays un peu. Personne ne les croit. Là. Personne ne croit que ces gens-là vont partir à la guerre contre l'Union Jack, avoir renversé l'Empire britannique, faire éclater un pays, tout ça, alors que c'est des gens qui, grosso modo, ont peur des voitures, ont peur des VUS, pensent que la planète va sauter dans les 3-4 prochaines années. Il y a comme un paradoxe dans leur position. Bon, ils veulent pas qu'on le rappelle parce que on est passé à autre chose apparemment. C'est le grand déni. Donc, on ne peut pas revenir sur la pandémie apparemment parce que on serait complètement là, à l'ouest, comme disent les Français. On serait apparemment passé on aurait complètement tourné la page sur cette période-là et nous, on serait finalement des nostalgiques de la pandémie ou de sa gestion parce que nous, on faisait des vues avec ça, finalement. C'est un peu le discours un peu facile qu'on nous adresse. Mais c'est sûr, le paradoxe est moi, je le trouve fascinant et troublant. Comment des gens qui étaient prêts à vendre leur mère pour avoir une place garantie d'urgence
se prennent tout d'un coup pour des libérateurs de peuple. Ça reste fou, là. Moi, j'en reviens pas de ce paradoxe-là. Est-ce que tu as compté cette semaine dans ta chronique avec Moret sur Joël Arsenault? Moi, j'en revenais pas encore. Là. Tu peux peut-être la fin de la boîte à lunch. Là. Je suis désolé, c'est juste délicieux. Ben, ça, c'est comme je disais chez Moret, c'est un article à encadrer et à mettre dans son salon pour se remémorer chaque jour la folie humaine. Il faudrait que je le retrouve. Attendez un petit peu. Gros, et juste lire le chapeau, c'est délicieux. C'est délicieux comme genre de... on peut... Mais juste à Québécois, on peut collectionner les articles. Il y a quelque chose d'à la fois savoureux et ridicule dans ce qu'on peut nous servir. J'avais tapé dans Google pour retrouver l'article « Joël Arsenault, lunch, COVID ». Donc, c'est un article du 13 avril 2021. Et là, le titre, comme je vous dis, est délicieux. Assemblée nationale, des élus arrivent avec leur glacière pour éviter de se déplacer à Québec. Écoutez, là. Et là, il y a une photo avec Joël Arsenault et avec sa valise sur laquelle est déposée sa boîte à lunch. Il pose, il est tout fier. On est quand même dans quelque chose d'assez tragicomique. Donc, c'est le gars des îles de la Madeleine, autrement dit, qui a amené son épicerie pour la semaine. La reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale constitue un dilemme pour les partis politiques puisque la ville de Québec est en rouge foncé. D'ailleurs, des députés de région en jaune ou en orange, déjà, vous vous rappelez les fameuses couleurs, préfèrent rester dans leur coin de pays alors que les péquistes ont traîné leur glacière de nourriture pour éviter de se déplacer en zone d'urgence. Et là, on le cite, Joël Arsenault. ça veut un pays, ça, là. Ben, c'est ça qui est carrément absurde du truc. C'est que le gars venait d'une zone jaune, il arrive avec sa glacière et ses sandwichs pour la semaine. Écoutez, ça ne s'invente pas. Là. Imaginez, vous vivez à Mexico, c'est une ville de 25 millions, c'est une ville de civilisation, des musées, il y en a, du monde, il y en a, des belles femmes, il y en a. Et là, tu lis le matin sur ton téléphone, parce qu'évidemment, tu n'as pas la presse en papier. Fier insulaire, Joël Arsenault souligne que la pêche au pétoncle et la pêche au crabe sont commencées et qu'il aime bien apporter des fruits de mer dans sa glacière. Non, mais écoutez, c'est qui les gars qui habitent au nord là-bas? C'est quoi le truc là-bas? Sur la carte, là, c'est très très loin là, vers Iqaluit, le Québec. C'est quoi ce truc-là? Là? Non, mais c'est fou. Là. Vous comprenez que ça ne s'invente pas, ce genre d'article-là. Il est juste québécois, puis le Québec qui peut inventer ce genre d'insignifiance. Mais juste avec tu continues, Yann, ce qui est absurde là-dedans, je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte, c'est qu'un politicien municipal ou provincial avec peu d'ambition fasse parler de lui pour des niaiseries comme ça avec sa glacière, puis ses pétanques, puis son ice pack pour ne pas se faire contaminer à l'épicerie, c'est tel que tel. Mais que ça vienne de gens qui, lorsqu'il y a un conflit à l'international, gonflent le torse, se présentent pratiquement comme des warriors, exigent des cessez-le-feu, ils doivent se conformer au droit international, ils doivent faire ci. Ah, puis by the way, nous, on va se séparer du Canada, on va créer notre armée, notre monnaie. Ils sont dans une espèce de vision un peu Call of Duty de la politique. C'est comme s'ils sont ils rentrent dans un genre de posture, c'est comme des héros politiques d'une certaine manière. Ils se voient comme des Churchill, des De Gaulle, tout ça. Mais ils sont inoffensifs. C'est ça. Ils sont complètement neutralisés. Parce que s'ils menaçaient vraiment la Fédération canadienne, il n'y aurait pas cette latitude-là non plus dans les médias, puis on ne les prendrait pas en photo avec leur boîte à lunch. C'est-à-dire, quand on fait la sécession d'un État, en général, tu as les services secrets aux trousses. On sait toute l'histoire de la GRC, Claude Morin, mais même au-delà de ça, là, tu peux te ramasser en prison. Bien souvent, dans la majorité des pays du monde, quand tu veux faire la sécession d'un coin, d'un État, en général, tu peux te retrouver en prison. On le voit en Catalogne, en Espagne. En général, c'est un jeu assez dangereux. C'est pas des gars d'une affaire de lycéens, modèle, à cafétéria, vous comprenez? Donc, vous avez Joël Arsenault en face de vous. Vous êtes au service de renseignement de sécurité. Vous dites, ces gars-là ne feront jamais la sécession d'un État qui appartenait à l'Empire britannique. Là. On est loin d'Irlande, Irlande du Nord, tout ça. Là. C'est triste parce que c'est comme clownesque. Et j'ai quand même découvert, par contre, en faisant des petites recherches cette semaine pour retrouver l'article, que
Joël Arsenault avait congédié un employé en raison de ses opinions sur la COVID-19 en septembre 2020. Ah ouais. Quelqu'un qui aurait tenu des propos sur sa page Facebook en contradiction avec la vision du Parti québécois sur les mesures sanitaires. Donc, quelqu'un qui vraiment était manifestement très, très attaché aux mesures sanitaires aux îles de la Madeleine. Hey, eux c'est autres, c'est eux quoi autres, la densité ils sociale en plus? ils auraient-tu pu vivre paisiblement, les Madelinots? C'est Eux autres, sérieux, ils n'avaient pas besoin de c'est ça. Là. insulaire. Là, écoutez, Si en la tout cas, moi, Nouvelle-Zélande a été capable de s'isoler complètement du reste du monde, les Madelinots auraient pu le faire. Là. Hey, question pour toi. Tu as couvert le Parti conservateur du Canada dans leur convention à Québec. ouais. On se rend compte que peut-être que certains fruits ont été, certaines graines ont été semées à ce moment-là et les fruits commencent à pousser tranquillement. Tu sais, on se rendait compte il y a quelques semaines que dans plusieurs sondages, l'écrasement total de Justin Trudeau était manifeste dans plusieurs provinces canadiennes, mais le Québec restait un château fort. Là, je te donne les chiffres de Palace Data, qui n'est peut-être pas la meilleure firme de sondage, mais qui est la première avec le Québec à mettre de l'avant le fait que les conservateurs seraient en tête présentement au Québec. Ça veut dire que les conservateurs n'ont pas doublé que les libéraux, mais ils auraient doublé également le Bloc québécois. Évidemment, ce serait mieux de confirmer ça avec plusieurs sondages et tout ça, mais Mais les c'est... chiffres qu'ils donnent, Yann, juste, excuse-moi de te couper, là, Ouais, mais les chiffres qu'ils vas-y. donnent dans leur dernier sondage sont sensiblement les mêmes au global que le Angus Reid, que le Abacus, que le Nanos et que le dernier léger. Donc, tu sais, Il y a une tendance. il y a une tendance très lourde de fond qui se confirme par plusieurs maisons à plusieurs moments. Au global, Donc, c'est on parle présentement au Québec, les conservateurs seraient à 32 %, les bloquistes à 30 % et les libéraux à 28 %. Penses-tu justement que quand Pierre Poilievre est venu dans cette convention-là, il a semé suffisamment de graines pour voir pousser des fruits pour le Québec ou c'est quelque chose d'autre qui se passe pour le Parti conservateur? Je ne peux pas dire exactement. Il faut dire aussi que la convention, le congrès, c'était quand même assez interne au parti. Hein. Beaucoup de gens étaient venus. C'était pas un événement ouvert au public. Donc, Poilievre, c'est sûr, n'est pas allé à la rencontre des citoyens de Québec durant cet événement-là. Il n'a même pas parlé aux médias, en fait. On peut parler à tout le monde, sauf au chef, finalement. À quel point ça va progresser ou non? Bonne question. Honnêtement, je ne le sais pas exactement. Parce que le Québec est la dernière province à résister à l'appel de la pomme, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui se passe présentement. Et, tu sais, moi, je me rappelle pendant longtemps, des profs de politique au cégep nous disaient ça. Des commentateurs dans les médias disaient tous la même chose, et vous l'avez sûrement entendu. Il y a une chose qu'on sait en politique canadienne, c'est que les maritimes seront toujours rouges. Mm-hmm. Et ils vont toujours voter libéral, tout ça, pour toutes sortes de raisons historiques. Mais regarde, ça, c'est la carte de l'agrégateur de sondage Canada 338. Et ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, les provinces maritimes sont devenues bleues. Et finalement, il n'y a que le Québec qui fait un peu bande à part en ce moment, mais toutes les autres provinces, selon des agrégats de sondage, donc je le répète pour qu'on fasse bien la distinction, c'est pas un sondage qui aurait pu être tripoté ou arrangé ou qu'une firme peut se planter carrément. Là, on parle de une vingtaine de sondages qui ont été faits dans les derniers mois et qui sont agrégés. Là. Mais là, on en Neuf aurait un firmes premier. différentes. On en aurait un premier qui changerait la couleur du Québec. Et surprenamment, pas pour le bleu poudre, mais bien le bleu foncé. Fait que ça, c'est quand même à surveiller parce que les Québécois, quand ils partent sur une chire, on peut devenir les plus grandes cheerleaders conservateurs, si on veut, dans quelques semaines. Là. Ah ouais? On est des spéciaux de ce côté-là, dans le vote émotif. Mais moi, ce que je me questionne beaucoup pour le Québec, si réellement on décolle une vague conservatrice demain matin, puis qu'on va chercher peut-être 25 à 30 comtés conservateurs, par exemple, est-ce que le Parti conservateur est équipé pour avoir des vrais conservateurs dans son parti ou on va se ramasser avec des fake conservateurs à la Gérard Deltel? C'est drôle. En plus, je pense que tu t'es entretenu avec lui Deltel, vous avez, ouais. quand vous avez fait qui n'est pas le plus vigoureux des conservateurs. Il faut quand même. Mais on voit qu'il y a une tendance de fond qui se dessine. L'effondrement de Trudeau,
Je ne sais pas, toi ou à Libre Média, quelle lecture vous avez de cet effondrement-là? C'est dur de mettre le doigt sur une chose en particulier. Certains vont dire, bon, ça a commencé avec le convoi. D'autres vont dire, ben, ça a commencé avec le coup de grâce, ça a été le soldat SS invité au Parlement. Il y en a d'autres qui vont dire c'est sa séparation avec sa Ça femme. dépend de la campagne, évidemment. Je sais pas, c'est très compliqué où le Canada, quand même, il reste la division quand même Québec versus le reste du Canada. C'est-à-dire, le Parti conservateur incarne quand même un conservatisme plus anglo-saxon, forcément, que Oui. francophone. Donc, ça reste un conservatisme où tu as des gars avec des turbans pas mal quelque part sur une estrade. J'ai rien contre le sikhisme, là, mais vous comprenez que c'est pas dans le regard des Québécois, il y a quelque chose de très, très anglo-saxon, de très britannique là-dedans. Est-ce que les Québécois sont capables de se reconnaître dans ce genre de conservatisme un peu religieux? C'est-à-dire, on sait quand même que le Canada anglais est plus croyant que le Canada français. Donc, c'est pour ça qu'on ramène toujours l'avortement, fait très, très peur au Québec. Bon, la religion n'en parle plus, c'est tabou. On a tout aseptisé l'espace public et on veut pas. C'est comme la religion vient défaire le safe space laïque du Québec. Les turbans, bon, ça rentre un peu là-dedans. Remarque qu'il y en a chez les libéraux autant, des turbans. Là. C'est un problème. Là. En fait, la sous-représentation des Sikhs au gouvernement canadien a créé des problèmes diplomatiques sérieux avec l'Inde. C'est pour ça qu'on s'est aliéné l'Inde. Il y a beaucoup trop de Sikhs, en fait, dans les partis politiques canadiens. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais quand même, on s'est quand même aliéné un pays d'1 milliard de personnes avec ça. Enfin. Ouais, Ça, le lobbying religieux, en passant, et culturel au Canada, on n'a plus de politique étrangère. Là. La politique étrangère du Canada, ce n'est que le reflet des lobbies culturels et religieux. Il n'y a plus de politique étrangère autonome, cohérente, qui défend les intérêts du Canada. On ne défend que les intérêts des gens dans le Canada. L'Ukraine étant le eye-opener dans cette histoire-là. Là. Je pense Ouais. qu'on s'en rend vraiment compte avec l'Ukraine, où est-ce que tu as le discours conservateur et libéral qui est très semblable. Ouais. Quand tu recherches un peu, tu regardes la diaspora ukrainienne, tu dis OK, on comprend tout. Là. Le C'est sikhisme, ça la game. c'est ça. Et là, avec Israël, j'ai l'impression que c'est encore une fois, ça marche de deux côtés. Ça va être soit le lobby juif ou le lobby musulman qui va l'emporter. Mais si le Canada continue d'appuyer Israël, je ne pense pas que ce soit le fruit d'une réflexion de civilisation qui dirait, bon, finalement, Israël, c'est un allié, c'est une démocratie. Ben, on sent que la pression à l'intérieur des libéraux est très forte. Ouais, très forte. Pour très, lâcher très cet appui-là, je pense. C'est ça en plus. Ouais. Justin Trudeau, présentement, a vraiment de la pression à l'interne pour larguer Israël. Allez pas penser que c'est pas le cas. Ben, c'est ça, le gars, bon, il visite des mosquées, après ça, il visite des synagogues. Vous comprenez, il faut choisir, c'est un dilemme. Ben, ça montre les limites du racolage identitaire auquel s'est livré ce gouvernement-là depuis son élection en 2015. Et oui, on pourra toujours dire que Stephen Harper rendait des visites à des communautés, tout ça. Évidemment, tes premiers ministres, à un moment donné, tu essaies de représenter puis d'être convivial avec à peu près tout le monde. Soit, mais Justin Trudeau, je pense qu'on a atteint un degré supérieur de courtisage identitaire où il a essayé de clientélisme identitaire, où on essaye à la fois de plaire aux gens, par exemple, d'origine arabo-musulmane qui viennent de l'immigration, mais en même temps aux gens qui sont des militants des droits LGBTQ+, en sachant très bien qu'il va y avoir un clash inévitable entre les deux. C'est ce qu'on a vu dans les manifestations où on voyait plusieurs gens plusieurs musulmans. Ouais, c'est ça. Le Canada est une mosaïque impossible, ça c'est sûr. En fait, c'est que ça fonctionne en période de paix et de prospérité. C'est comme quelque chose qui, tu sais, c'est bon chic, bon genre, on fait des selfies avec tout le monde, ça va très bien. Ce qu'était le Canada de 2015, 2016, tout ça. Mais en période de tension sociale où il y a des conflits à l'étranger, de l'inflation, des problèmes économiques, c'est comme si tous ces antagonismes-là finissent par te péter au visage. Parce que quand tu es dans la mentalité... Il y a comme une espèce de bombe à retardement, là, sans faire de mauvais jeu de mots, avec ce type de clientélisme-là qui, à un moment donné, les gens le sentent que en fait, tu n'as aucune conviction. Puis en fait, je pense que ce qu'on s'attendrait d'un chef d'État, c'est que la politique étrangère ne soit pas déterminée en fonction des votes électoralistes de tes diasporas. Du moins, pas seulement. On s'entend, il n'y a pas de monde pur, là.
Il n'y aura jamais une Exact. politique étrangère pure. Mais là, ça atteint un niveau vraiment chaotique. Là, on a déconstruit la politique étrangère pour parler comme à nos amis woke. Donc, il n'y a plus de politique étrangère du Canada. C'est simplement le reflet des intérêts des communautés à l'intérieur du Canada. C'est très, très dommageable. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la diplomatie, la politique étrangère. On ne peut pas vous en tenir à ce genre de... Mais pour répondre à la première question que vous avez lancée là-dessus, est-ce que les conservateurs vont faire une percée importante à Québec? Je ne le sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de la capacité ou non des Québécois à se reconnaître dans le Parti conservateur fédéral, qui fait plus tête carrée malgré tout que les libéraux. Les libéraux s'habillent mieux en général aussi. Il y a quand même un côté conservateur un peu Tom Hanks dans le. Attrape-moi si tu peux. Là, il s'habille. Au début, Poilievre était habillé un peu comme Tom Hanks dans ce film-là, avec la cravate noire. Là, c'est un peu Pulp Fiction version fonctionnaire. Il y a un côté notaire. Oui, notaire, c'est ça. Donc, ça fait très notarié. Tu as l'impression relooking était bienvenu. Oui. Mais justement, ça a l'air con, et puis personne ne veut l'admettre, mais ça fonctionne. Là. Ben oui, parce qu'il y a eu des expériences, il y a eu des expériences ratées en politique, parce que tu peux faire affaire avec des bons pour faire ça et des pas bons. Rappelez-vous Jean-François Lisée qui ont remis des lunettes, teindu les cheveux jaunes du jour au lendemain. Tout le monde s'était un peu moqué de lui. Il avait dit c'est quoi ce genre de relooking? C'était une catastrophe. Là. Philippe Couillard s'était pas rasé une fois. Ben oui, il y a eu. Et tous les politiciens, soyons pas naïfs. Là. C'est clair qu'il y a des gens qui sont arrivés autour de Donald Trump un moment donné, puis ils ont dit ouais, vos espèces de cheveux étranges, on pourrait vous organiser ça, vous faire un genre de relooking, puis il a dû les envoyer promener. Mais tous ces gens-là, ces faiseux d'images-là, tournent autour du politique. Il faut être naïf pour penser le contraire. Mais il faut forcer d'admettre que dans le cas de Poilievre, troquer le petit veston serré pour un chandail qui te moule après les pipes, un petit peu de. Une petite série des séries de dumbbell au gym pendant une couple de semaines pour faire grossir les biceps. La mise en avant de sa femme. Enlever les lunettes pour des verres de contact. Ça, c'est sûr. Mais si vous regardez des images de lui. Par contre, là, parce que disons que ça fait beaucoup, mais c'est un atout très, très important, sa femme. Puis elle va rejoindre aussi, évidemment, une clientèle encore là, issue de l'immigration, donc un conservatisme immigré. Ça, c'est un peu intéressant. En fait, c'est très intéressant ce que Poilievre emmène. Donc, le fait que, je pense que c'est nouveau au Canada, le fait de saisir que les communautés culturelles ne sont pas nécessairement libérales, mais plutôt qu'elles peuvent être très conservatrices sur le plan des valeurs. Enfin, puis c'est quand même assez étonnant qu'on s'en aperçoive alors que c'est assez évident. Mais est-ce que l'entrée, parce qu'on le sait, le conservatisme était condamné aux milieux ruraux et aux banlieues. Et maintenant, on sent qu'il commence à rentrer dans les villes. Est-ce qu'on doit comprendre que l'entrée par les villes se fait du côté des communautés ethniques? Bien, en partie. Je pense qu'il emmène un peu ce nouveau, pas clivage, mais oui. En tout cas, moi, j'ai senti ça. Et là, c'est sûr, Anaïda Poilievre, qui, dans son discours au Congrès, le fait en 3 langues. Donc, moi, ça me faisait un peu sourire. À un moment donné, elle est arrivé en espagnol. Donc là, c'est sûr qu'elle va aller chercher effectivement des gens, des Latinos, qui ne sont effectivement pas du tout intéressés à ce que leur enfant se fasse raconter des histoires de drag queen par des drag queens, en fait, des enfants. Moi, je regarde ma femme, par exemple, qui est mexicaine. C'est sûr qu'elle n'est pas très progressiste au sens libéral. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de gens comme ça chez les Latinos et puis aussi chez les musulmans, etc., qui ne sont pas des progressistes dégénérés. Là. Donc, il y a une niche. Le côté catholique est encore très fort du côté des catholiques ou chrétiens évangéliques, dépendamment, ou protestants, là, on va dire simplement. Ouais, pour eux, les toilettes non-binaires, c'est pas un combat. Il y a très clairement une niche et il y a un renouveau, effectivement, du conservatisme qui se fait à ce niveau-là. Ça, c'est bon pour Poilievre. C'est très moderne. Le vote des jeunes aussi. Là. Le vote des jeunes, j'ai mis un truc sur notre revue de presse, Yann. C'est sur... je les ai ici, là, regarde. Conservative lead in all age group, dominate among male voters. Donc, ça, c'est pas une grosse surprise. Là. Chez les hommes, c'est 52% d'appui dans le dernier sondage. Mais là où c'est quand même assez fascinant, c'est 42% des 18-34 contre 20 pour les libéraux et 22 pour le NPD.
Et ça, moi, à mon avis, c'est directement lié à la catastrophe qui est la situation de l'habitation au Canada. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans des grandes villes. Ben c'est ça, la crise du logement, je veux dire, les jeunes qui sont à Poilievre, qui tapent toujours là-dessus, le prix des maisons, tout ça, et forcément, ça touche cette jeune clientèle-là qui. On voit des vidéos de jeunes femmes torontoises en train de pleurer dans leur voiture, qu'elles ne savent pas comment se trouver un appartement, tout ça. À un moment donné, comme je dis, les selfies, c'est beau quand ça va bien, mais quand il y a des graves problèmes sociétaux comme ceux-là, tu te tournes vers un peu l'espoir. Celui Vite de même, le vote bloquiste, même si c'est dur d'avoir des chiffres parce que c'est au niveau canadien, c'est quand même juste à 6 de 18-34, puis c'est dans le 65 ans et plus que tu passes à 9 Donc, le 65 ans et plus au Québec, présentement, très, très, très bloquiste. Et les conservateurs scorent à peu près bien partout. C'est juste que le 18-34 a complètement largué les libéraux au profit du NPD. Mais la force des conservateurs est dans tous les groupes d'âge. C'est 42 43 45 40 dans les 4 grands groupes d'âge. C'est rare, tu vas voir un parti politique scoré dans tous les groupes d'âge comme ça. C'est assez spectaculaire, honnêtement, au niveau fédéral. D'un point de vue média, peut-être terminer là-dessus, Jérôme. Est-ce que la stratégie là, de la diabolisation d'un individu, à un moment donné, ça ne peut pas se retourner au profit de la personne? C'est-à-dire que là, ils ont fait toute une campagne de peur. Là. Pierre Poilievre, tu avais l'impression que c'était l'arrivée du 4e Reich. Les articles sur l'extrême droite, il serait misogyne, tout ça. Et là, finalement, les gens voient le gars avec sa femme, ses enfants. Il te mange une pomme d'en face. Il te mange une pomme, bien tranquille. Il y a comme un narratif qui se déconstruit de lui-même d'une certaine manière. À vouloir trop en mettre, j'ai l'impression qu'ils l'ont presque desservi là-dedans, dans le sens que, je veux dire, n'importe qui voit ça, puis oui, il y a des gens qui vont y croire, puis ah ouais, c'est un dangereux, puis c'est ça, mais je veux dire, les gens voient bien qu'ils n'ont pas affaire à. L'idée d'essayer de l'accoler à Trump, tout ça, on voit un Trump quand même, il était très grossier, très. Faire face aux médias, mais de manière très virulente, très attaquer des gens, traiter un autre on se rappelle tous les propos qu'il a tenus. Mais Poilievre, c'est plutôt est assez easygoing. Donc, est-ce que c'est vraiment. Canadien, là, dans le sens où les conservateurs fédéraux au Canada, c'est pas l'extrême droite européenne, pour ce que ça veut dire encore. Puis on le voit, d'abord d'avoir une droite qui est favorable à l'immigration, même qui courtise le vote de l'immigration, à quel point ça peut être d'extrême droite. C'est quelque chose d'extrêmement ridicule là-dedans. Sa femme est vénézuélienne d'origine. Si le gars était d'extrême droite, raciste, le gars, il s'en sert qu'une Norvégienne, là, pas qu'une Vénézuélienne. Maintenant, les gars, soyons sérieux. Mais il faut dire que l'extrême droite ne se résume pas au racisme, mais quand même, c'est une composante assez importante du discours d'extrême droite, le vrai discours d'extrême droite. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de trop, c'est comme pas assez du côté des médias. Et Pierre Poilievre, qui est un personnage quand même relativement modéré, il a été quand même. Bon, il a donné un coup sur porté aux grands médias après la période post-COVID, parce que, bon, c'était tout à fait légitime. Mais après ça, je ne le trouve pas si virulent que ça, absolument pas, même qu'il était plutôt modéré. Quand on compare à la droite ou à Javier Milei en Argentine ou des personnages colorés, on voit Pierre Poilievre à côté de Javier Milei, c'est comme Jack Meeting, là, faut pas exagérer. Est-ce quelque chose justement à Libre Média que vous allez développer prochainement, l'Argentine éventuellement? Je sais que vous avez fait une vidéo YouTube de ce que j'ai compris. Oui, ben, on suit ça. Et là, il y a eu des élections. En fait, il y a eu le premier tour qui s'est tenu en Argentine dimanche dernier. J'attendais de voir ce que Milei va passer. Finalement, il y a un deuxième tour, parce que ça prend. 50% sûrement? Ça prend 40%, mais il faut avoir 10% de plus que la personne qui nous suit. Ouais, et finalement, Milei n'est pas arrivé premier au premier tour. Il est arrivé deuxième au premier tour. C'est ça. Donc, finalement, j'ai reporté mon entrevue que j'étais censé faire avec une journaliste à Buenos Aires. Mais ça, on suit ça, puis on est capable de. On est bien placé pour comprendre ça. C'est vraiment un phénomène très, très intéressant. Tucker Carlson a eu Javier Milei en entrevue. Et on avait fait l'entrevue, pas dire qu'on a devancé Tucker Carlson, mais je me suis intéressé un peu quand même avant lui à ça. Parce on a sorti l'entrevue quand même 3-4 semaines avant qu'il aille en Argentine.
Donc, disons qu'on a l'œil, je pense. Parce que ça, c'est vraiment caractéristique. Et quand on entend Javier Milei et qu'on écoute les problèmes de la société argentine, sans trop exagérer, on peut assez se reconnaître. Là. C'est-à-dire la taille de la fonction publique est devenue tellement... ce que lui appelle la caste, là, la casta politica, là, la caste politique, c'est nos fonctionnaires qui sont installés partout et qui finalement nous font croire qu'ils travaillent pour la population alors qu'ils travaillent pour eux-mêmes et pour avoir des fonds de pension. On sait bien, là, En fait, ce qui est spectaculaire, c'est que la droite politique, décomplexée dans certains pays, maintenant, elle parle à la classe ouvrière, qui était historiquement quelque chose qui était carrément le pain et le beurre des partis communistes. Là. Mais maintenant, cette droite politique-là s'adresse au Parti populaire, à la classe populaire, à la classe ouvrière, parce que justement, la fonction publique devenant tellement gigantesque à certains endroits dans le monde. C'est un système de privilèges. Exactement. Au Québec, on ne le voit pas parce qu'on est tellement dans la sanctification du modèle québécois que on continue à se faire croire que... le travail privé est quand même confortable au Québec, tandis que dans des pays comme l'Argentine, le travail privé, probablement, il n'arrache 100 fois plus que le fonctionnaire, évidemment. Et je ne veux pas abuser des comparaisons. Là. Bon, c'est sûr que la société latino-américaine, c'est difficilement comparable au Québec. Mais quand on écoute l'entrevue que j'ai faite avec Claudia Perrault sur la situation, il y a beaucoup de parallèles. Beaucoup de gens me l'ont dit. Là, c'est assez saisissant de voir, on dirait qu'elle parle du Québec. C'est à peu près les mêmes clivages, pas les mêmes enjeux. Mais c'est comme le Québec, mais exposé en 10. C'est comme une caricature des problèmes c'est ça. québécois post-COVID. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est, en tout cas, je ne sais pas comment le décrire spécifiquement, mais il y a quelque chose qui se passe à l'échelle occidentale, à l'échelle des pays démocratiques qu'on voit, qu'on suit l'actualité. C'est que j'ai remarqué que depuis 2-3 ans, les figures qui émergent et qui fascinent un peu le public, qui ont des succès sur Internet, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont tous des politiciens de droite. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où, ce qui faisait un peu sensation, c'était les Alexandria Ocasio-Cortez, la fille qui a été élue en Nouvelle-Zélande, Justin Trudeau. T'sais, on voyait cette espèce de nouvelle génération-là de gauchistes arriver, ça fascinait le public, les gens étaient en pamoison devant eux. Mais là, depuis quelques années, c'est l'émergence de Poilievre au Canada, Milei en Argentine, les Vivek Ramaswamy aux États-Unis. Ce sont tous des espèces de politiciens, un peu une nouvelle forme qui émergent et qui sont tous un peu pareils. Là. Il faut en finir avec le genre d'État envahissant de la vie privée. C'est peut-être la pandémie qui a accéléré ça. Là. Des gens ont vu leurs droits et tout ça se faire un peu tripoter par des politiciens étatistes. Là. Mais je sens, en tout cas, ça peut être encore là une forme de prise déformant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de politiciens, entre guillemets, de gauche en ce moment qui émergent, qui fascinent les gens. Là. On est comme arrivé au bout d'un genre de cycle de ce truc-là. Et tous les politiciens, moi, que je vois qui émergent, dont j'entends parler, peu importe le pays, c'est souvent des politiciens de cette nouvelle droite-là. Selon les clivages de chaque place, ça peut changer la manière dont on les voit. Mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, Jérôme. Milei écrit la panique sur les fonctionnaires, c'est quand même marrant. Non, exact. Je voulais partager le vidéo YouTube que tu nous parlais. Là, fait que je te l'ai retrouvé pour que les gens puissent le voir. Très bon. Ouais, ben oui, je partage ton avis, Frank. Après, c'est le conflit israélo-palestinien, ce qui peut changer, rebrasser les cartes, non pas complètement, mais il y a beaucoup de gens qui vont se ranger du côté de la gauche sur cet enjeu-là. Parce qu'on remarque quand même que c'est plus la gauche qui est du côté de la Palestine et il y a beaucoup de gens qu'on croirait des électeurs de droite qui sont des fervents défenseurs de la Palestine. Ils ont droit. Mais là, encore là, on arrive sur un clivage difficilement saisissable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient envie de voter Poilievre, mais qui détestent Israël. Et là, vous comprenez, vous êtes au Parti conservateur du Canada, vous n'êtes clairement pas chez un parti pro-Palestine. Mais ces gens-là existent et ils sont nombreux. C'est-à-dire des gens qui voteraient Donald Trump et qui détestent Israël en même temps. C'est pour ça aussi le calcul de Joe Biden qui renvoie dos à dos Israël, c'est-à-dire le Hamas et la Russie. Non, vous ne comprenez pas, ceux qui appuient la Palestine, c'est les mêmes qui appuient la Russie en général. C'est rare les gens qui appuient l'Ukraine et Israël.
Les gens appuient la Russie et la Palestine. Puis c'est ça le clivage aussi qui se dessine. C'est-à-dire, c'est ça le danger, la polarisation Est-Ouest dans ce conflit-là. Il ne faut pas que le conflit israélo-palestinien devienne un autre terrain où on fait une guerre interposée entre l'Occident et les puissants, le bloc oriental. Là, on s'enligne sur un truc, vraiment un scénario. Pas dire Troisième Guerre mondiale, parce que j'entends souvent celle-là, puis moi, je dors la nuit. Là, parce que j'entends ça tous les jours. On s'en va plus vers la fameuse théorie des deux pôles d'influence. C'est ça, là, on retourne vers un deux pôles très, très, très pas monolithique, parce que c'est compliqué. Puis l'Inde, bon, est un joueur nuancé. La Turquie aussi. Mais c'est ça le risque. C'est-à-dire que, et là, on a vu que les pays du BRICS, les pays qui ne sont pas alignés sur l'Occident, soutiennent majoritairement la Palestine. Donc, le calcul de Joe Biden, l'Ukraine, c'est Israël. Non, les gens, ils soutiennent, je le répète la troisième fois, ceux qui soutiennent la Palestine soutiennent en généralement la Russie, ils ne soutiennent pas l'Ukraine. Enfin, il doit en avoir des deux côtés, mais ici, en France et ailleurs, ça ne va pas ensemble, l'Ukraine et Israël. Je ne sais pas quel calcul il fait Biden. Là. Ça, on est vraiment dans un autre truc. Là. Je ne pense pas que ça va le payer, qu'il va faire des gains avec ça. Oui, puis ça, en même temps, il faut quand même amener aussi rester les pieds sur terre. Là. Si vous faites votre recomposition et votre réalignement politique en fonction d'un conflit qui a lieu en Israël et en Palestine, je veux dire, vous avez un sacré problème. Je pensais voter conservateur, finalement, je vais voter Jack Metzing parce que lui, il est contre Israël. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi vos intérêts objectifs? On n'est peut-être pas là exactement, mais je vous le dis, ça dépend. Si le conflit, reste un conflit, on va dire modéré, mais disons que si il n'y a pas une escalade qui s'ensuit, probablement que ça n'aura pas d'impact sur l'élection en Occident. Mais si on va vers un conflit d'ampleur où il y a des pays arabes qui se joignent à la Palestine et qu'on continue d'en parler beaucoup, ça pourrait être un enjeu qui pourrait polariser. Absolument. Comme l'Ukraine. En fait. L'Ukraine qui a polarisé quand même beaucoup et on sait que chez les Républicains, ça commence à jaser. Est-ce qu'il faut continuer à envoyer des milliards chaque semaine, chaque mois? Oui, c'est ça, ça commence à brasser. Écoute, le mot de la fin, les gens, je sais que là, votre page Facebook, c'est difficile avec le blocage de Meta, donc on invite les gens vraiment à aller sur Libre Média, Libre avec un trait d'union, Média. Suivez-nous, c'est ça la prochaine. Je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Frank. C'est ça, pour les prochains jours, on va avoir beaucoup de reportages, de comptes rendus sur la situation sur le terrain en Israël. Donc, pour ceux qui s'intéressent, venez nous voir. Sinon, on continue de publier des choses aussi sur le Québec. Mais jusqu'à mercredi prochain, c'est sûr, on va avoir des lives, des Facebook Live. Non, ce ne sera pas un Facebook Live, on n'a plus de page Facebook. Ça va être des lives sur YouTube et ailleurs. Donc, pour vraiment un point de vue du terrain qui va sans doute nous éclairer différemment. Parfait. Ben, écoute, on suit ça avec attention, les reportages de Libre Média, les articles, tout ça. Et puis, on te remercie, Jérôme, d'être avec nous une fois de plus, pas mal une semaine sur deux. C'est le fun d'avoir des nouvelles et de l'actualité qui nous sort des niaiseries des journaux qu'on est habitué de lire sur Madame Ginette qui a passé son pâté chinois au feu. Puis, il n'y a pas les boîtes à lunch sur ouais, c'est ça, mais ça, je suis désolé. Je pense en fermant, je vais retourner lire l'article. C'est un délice. Tu devrais encadrer l'article, un laminé, là, peut-être. Oui, un laminé incroyable là, avec les pétoncles de Joël Arsenault. C'est les pétoncles d'un souverainiste. C'est incroyable. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle dans un prochain podcast. OK, merci, messieurs. Bye.